Alors ce soir, j'ai le plaisir, comme vous le voyez, d'accueillir Julien Puchois, docteur Julien Puchois, pardon. Et on s'attaque aujourd'hui à un sujet dont vous entendez régulièrement parler dans vos cabinets, la migraine. Alors, parce qu'une migraine, c'est pas uniquement un symptôme de plus, c'est surtout un signal. Et comme beaucoup de signaux, comme beaucoup de choses, c'est un indicateur d'un système qui perd son équilibre. C'est ce qu'on va voir ce soir avec Julien. Il va vous donner les clés pour mieux accompagner, pouvoir accompagner vos patients. Alors, Julien, je te passe directement le relais et je t'invite à Merci. partager ton écran. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, encore une fois, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Donc, la deuxième maintenant. Est-ce que c'est bon? Je vais mettre en mode Power Mais en mode Demo. présentateur, oui, Là, c'est bon? c'est parfait. Nickel. Donc ouais, encore en tout cas, ravi d'être avec vous et ravi de parler d'un sujet que, en effet, qui est hyper fréquent, mais qu'on apprend, en tout cas, encore une fois, dans le cursus de médecine générale, à traiter que par l'angle du symptôme. Et de pas forcément prendre le temps de se poser la question, quel est le terrain derrière qui fait que la migraine est là? Et surtout, on sait à quel point il peut avoir un retentissement important sur la qualité de vie des patients. Moi, j'en ai eu récemment vraiment avec, malheureusement un impact sur sur leur vie quotidienne qui était vraiment important. Et donc, voilà, je voulais qu'on aille ensemble un petit peu plus loin que juste, traiter le symptôme. Voilà, je vais passer. Bon, ça c'était, je pense que maintenant les gens commencent à me connaître, donc le but c'est pas non plus de parler de mon CV. Vous savez ce que j'ai fait comme, comme diplôme, et voilà. Les objectifs de ce soir, ça va être donc de repenser la migraine et donc se dire que c'est pas uniquement une douleur à traiter, mais ça va être un signe justement d'un déséquilibre systémique. L'objectif, ça va être de comprendre les mécanismes, d'identifier, vous allez voir, on va parler d'amplificateurs et on va parler de déclencheurs de la migraine. On va orienter la prise en charge du terrain et on va donner évidemment des pistes thérapeutiques applicables, ça paraît logique. Donc, je vais reprendre un petit peu rapidement les données épidémiologiques. La prévalence dans les pays occidentaux, vous avez vu 6 à 8% chez les hommes, 15 à 25% chez les femmes. Donc, vous voyez qu'il y a un ratio 2 sur 1 entre femmes et hommes. On va voir qu'il y a une particularité hormonale chez les femmes qui font qu'elles peuvent être plus facilement atteintes, notamment à deux périodes particulières de leur vie. À peu près 5% de la population générale subit au moins 10 jours de migraine par an, ce qui est quand même pas mal. On le verra plus tard, on va distinguer migraine avec aura et sans aura. Donc il y a 20 à 30% des patients qui ont une migraine avec aura. Quand on y pense, c'est énorme. 25% des patients qui ont, enfin 25% de la population qui a au moins une crise par mois chez les migraineux, c'est quand même pas mal. Et 2 à 4% de la population va développer une migraine chronique, c'est-à-dire plus de 15 jours par mois. Là, c'est vraiment invalidant. On va parler rapidement des différents types de céphalées. Donc céphalée, donc c'est pour vous avez un mal de tête. Si on regroupe migraine et céphalée de tension, qui sont les deux céphalées plus fréquentes, vous couvrez quand même 90% des céphalées. Donc là, je vous ai mis la liste. Vous voyez, il y en a beaucoup. Finalement, céphalée menstruelle, certaines patientes présentent des migraines en période menstruelle, mais c'est distingué en tout cas dans la classification. Et donc, si vous maîtrisez la liste, vous couvrez 95% des céphalées qu'on rencontre au cabinet, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, ce soir, on va parler des migraines. Voilà. Donc ça, au moins, c'est pour faire la liste. Je préfère toujours rappeler, il n'y a pas de test biologique ou pas de test d'imagerie qui permet de faire le diagnostic. Donc, en fait, pour faire le diagnostic de céphalée, en fait, on va être très systématique. On va poser la question où le patient a mal, quel est son type de douleur, la sévérité, combien de temps ça dure, quels sont les facteurs déclenchants, les signes particuliers. Et je vais parler aussi des red flags, parce que pour moi, on ne peut pas aborder un patient migraineux sans s'être posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des red flags? Donc ça, on va en parler, et on va en parler tout de suite. Pour moi, c'est indispensable. On ne va pas commencer à se dire comment je vais traiter la migraine, alors qu'il y a potentiellement des red flags qui peuvent amener justement à réaliser des examens d'imagerie. Donc pour un patient migraineux, on ne fait pas d'imagerie, on va pas faire une IRM. Par contre, si votre patient a des red flags, évidemment, on fait une imagerie, on fait des examens biologiques éventuellement, et pour les non-médecins, surtout, adresser le patient à un médecin. Donc là, je vous ai cité les différents red flags pour moi qui, voilà, doivent vous faire réfléchir. Fièvre, évidemment, perte de poids, des pathologies connues. Évidemment, si le patient a un cancer actif, s'il a mal à la tête, s'il développe une migraine, c'est pas normal.
S'il a des signes neurologiques associés, ça paraît logique. Toute, céphalée à début brutal, ça on l'apprend en médecine, est toujours suspect, donc ça en fait partie. On a également, on dit toujours qu'un migraineux, une migraine qui débute après l'âge de 40 ans, pareil, c'est un red flag. Et pareil, le patient qui vous dit, «J'ai mal à la tête, mais c'est complètement différent des migraines habituelles», c'est pareil, ça doit faire chercher autre chose. Ou alors vraiment c'est plus sévère. Si le patient dit: «Ah ouais, en effet, c'est complètement différent d'habitude, c'est beaucoup plus fort», moi personnellement je me pose d'autres questions. Donc ici, vous avez donc là, c'est le collège des enseignants de neurologie. Vous avez ici les différents, donc ça, vous pouvez le trouver, hein, sur internet, mais vous avez les différents red flags, donc à la fois à l'interrogatoire et à la fois à l'examen, physique. Donc voilà, les céphalées brutales en coup de tonnerre, ça on en parle. Évidemment, si c'est des maux de tête post-traumatisme crânien et cetera. Bon, je vais pas tous les détailler, mais au moins vous les avez et c'est bien de l'avoir de côté. Et comme ça, au moins, avant de s'embarquer dans le traitement de la migraine, déjà vérifier qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Donc, les diagnostics différentiels, on parle de céphalées secondaires, donc on peut avoir des céphalées donc, de cause infectieuse. On peut avoir évidemment des céphalées tumorales, malheureusement, on en voit de plus en plus des tumeurs cérébrales. Donc faut y penser. On a évidemment les causes vasculaires et on a aussi les causes médicamenteuses. Donc moi c'est vrai que quand un patient présente des céphalées, je pense souvent aux médicaments parce qu'on a souvent des patients qui prennent des médicaments et moi j'ai toujours le réflexe Vidal pour voir si ça peut pas être lié aux médicaments. Donc voilà, ça je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier. Et donc maintenant, pour parler de la migraine, je parlerai des caractéristiques de la migraine après, mais donc là, c'était vraiment pour recadrer et bien se dire, avant d'aller sur la migraine, toujours éliminer les autres étiologies. Donc comme Cédric, tu l'as dit, la migraine, pour moi, c'est pas qu'un symptôme, hein, c'est surtout un signal que quelque chose ne va pas. Et donc, on va en parler après. Pour moi, c'est un déséquilibre multifactoriel. Et pour résumer, pour moi, c'est métabolique, inflammatoire et ou hormonal. Évidemment, on peut avoir les trois en même temps. Et donc, la douleur, finalement, ça va être que le sommet visible de l'iceberg. Il y aura bien plus derrière. Donc, l'objectif, ça va pas être que d'éteindre la crise. Évidemment, moi, je suis content si on arrive à éteindre la crise, mais surtout, ça va être élever le seuil déclencheur pour que cette migraine se déclenche moins souvent. Ensuite, donc, là, je vais vous parler donc maintenant des mécanismes de la migraine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlera d'activateurs et de déclencheurs. Euh, Au niveau des activateurs, donc ça on aura largement le temps de revenir après, mais c'est pour planter un peu le décor. Vous avez donc des activateurs, inflammation, stress, troubles du sommeil, des troubles hormonaux. Et en fait, ils vont activer le système qu'on appelle trigéminovasculaire, donc système nerveux. On va donc avoir une promotion de la douleur, donc les vaisseaux vont s'activer, les nocicepteurs, c'est nocicepteurs et pas nocicepteurs, c'est nocicepteurs vont s'activer. Les fibres sensorielles du nerf trigémino, donc qui va véhiculer donc ce signal, tout ça va s'activer et ensuite il y en aura ce qu'on appelle dans un second temps une extension corticale. Donc en fait au niveau neuronal cérébral, on aura une décharge de proche en proche et en fait ce seuil, et donc j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe sur cette diapo, le seuil en fait va s'abaisser et donc la migraine, enfin la crise migraineuse va se déclencher. Et en fait, ce qui peut, c'est que les récepteurs vont s'activer avec peu ou pas de stimuli. Donc voilà. Comment poser le diagnostic? Vous avez plusieurs choses. Vous avez un questionnaire qui s'appelle le MSQ, Migraine Screen Questionnaire, donc qui est juste en dessous. Donc vous voyez qu'il est assez simple. L'idée, c'est que le patient doit répondre aux maux de tête qu'il a expérimenté dans sa vie et en cas de doute, il donne la réponse la plus correcte. Il y a un score. Vous voyez, en termes de sensibilité, spécificité, c'est quand même plutôt pas mal pour un questionnaire qui est assez facile à répondre pour le patient. Donc, est-ce que les patients sont des maux de tête intenses? Est-ce que les maux de tête durent au moins 4 heures, etc. Ça, on va le voir juste après. Je vais parler des critères de l'IHCD3 juste après. Ici, vous avez les signes typiques de migraine. Alors, quand c'est comme dans les bouquins, on est content, mais on n'a pas toujours tous les signes, mais c'est pas forcément utile. Ici, j'ai mis des termes. Alors, j'ai mis quelques termes des termes anglais pour ceux qui parlent anglais. Mais en tout cas, en termes de localisation, c'est souvent unilatéral. Mais il y a souvent quand même des patients, je trouve, qui ont des signes bilatéraux. Et typiquement, c'est soit temporal et ça bat. Mais il y a aussi des gens qui ont souvent des douleurs orbitales, donc vraiment rétro-oculaires, vraiment des gens qui ont mal aux yeux.
Donc on appelle donc douleur pulsatile, je vous ai mis les termes en anglais. En termes de sévérité, normalement une migraine, ça impacte les activités de la vie quotidienne. Donc souvent le patient est obligé de voilà d'arrêter son, enfin pas d'arrêter, mais en tout cas ça va impacter sa vie quotidienne. La durée c'est minimum 4 heures, maximum 72 heures. Je vous ai mis tous les facteurs déclenchants, donc il y en a quand même pas mal. Ceux qu'on connaît bien, c'est voilà le patient qui va être trop exposé à la lumière, les bruits, les odeurs fortes, changement de temps, ça aussi c'est typique. Changement de température, déshydratation, fluctuation hormonale, et réaction alimentaire, ça on va reparler tout à l'heure avec l'histamine, le manque de sommeil, mais après il y a aussi des patients qui vous disent quand je dors trop le week-end, je fais des migraines aussi. Donc il n'y a pas que le manque de sommeil, il y a aussi le patient qui va changer, en fait finalement encore une fois, le changement en fait du mode de vie, ça va facilement déclencher des migraines. Donc le manque de sommeil, mais aussi excès, évidemment le stress, évidemment l'épuisement physique, l'excès de caféine peut déclencher une migraine, en sachant que la caféine peut être intéressante quand même pour les céphalées. Il y a beaucoup de gens qui vous disent quand je bois du café, ça soulage mes maux de tête. Mais par contre, bon, trop de café, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et évidemment, l'hypoglycémie aussi peut déclencher des migraines. Euh, on aura également signe particulier donc des photophonophobie, donc on aura une mauvaise tolérance de la lumière et des sons. Il y a la sensibilité aux odeurs, nausées, vomissements. On a des prodromes qui peuvent arriver 1 ou 2 jours avant la crise de migraine. Ça, je vous les ai notés. Et les auras, donc je vous ai dit 20-25%. En fait, c'est entre 20 et 30%. Et donc, ça peut survenir 5 à 60 minutes avant la migraine. Et on peut avoir un syndrome post-migraine type gueule de bois. Là, ici, je vous ai mis les critères. Donc, ça, c'est les critères de l'ICHD3, pardon. Donc vous avez ici les critères de migraine sans aura et au-dessus les critères de migraine avec aura. Voilà, donc ça c'est pareil, on peut le retrouver facilement sur le collège des enseignants de neurologie. Et voilà, et moi je ferai pas de distinction dans mon exposé après, je ferai pas de distinction sur le traitement de la migraine sans et avec aura. J'ai pas fait de distinction. Donc, pour poser le diagnostic, vous pouvez aussi évaluer la sévérité des migraines. Donc là, vous avez le questionnaire qui s'appelle MIDAS. Et ça, tout le monde le connaît. Moi, je ne connaissais pas le MIDAS. C'est vrai qu'il est pas mal. Et après, évidemment, ça, tout le monde connaît l'agenda des migraines. Donc, le patient remplit qu'est-ce qui va déclencher sa migraine, combien de temps elle dure, quel médicament il a pris, est-ce que le médicament était efficace, est-ce qu'il a dû prendre un traitement de deuxième intention. Donc ça, c'est hyper important pour savoir votre patient, à quelle fréquence il a des migraines. Au moins, vous avez une idée assez rapide de ce qui se passe. Maintenant, donc ça c'était plus pour le côté, on va dire, médical pur. Là, on va parler un peu de neurophysiologie. Le but, c'est pas de donner mal à la tête, justement. Mais en tout cas, ce qu'on va voir, c'est que les IRM vont montrer qu'il y aura une activation cérébrale anormale, donc en réponse à la douleur, à des stimulations olfactives et visuelles. Donc ça, c'est intéressant de voir que on voit que les zones cérébrales s'activent avec des stimulations olfactives et visuelles. Donc vous aurez stimulation sensorielle accrue et surtout une diminution de l'inhibition à des stimuli sensoriels. Là, c'est un peu de neuroanatomie, mais donc voilà, le lobe pariétal va intégrer la localisation de la douleur. Ensuite, vous avez le cortex insulaire qui va discriminer la perception douloureuse. L'amygdale, elle, on le sait, hein, c'est le rôle de l'expérimentation de l'émotion ressentie, des émotions. Et donc là, c'est l'amygdale qui va capter cette émotion ressentie quand on a mal. Et ensuite, le gyrus singulaire antérieur, lui, va permettre de ressentir l'intensité de la douleur et peut moduler l'expérience de la douleur, peut la rendre pire ou meilleure, en quelque sorte. Là, ici, je pense qu'il y a un petit schéma. Non, ça, ce sera après. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la migraine, tout à l'heure, je vous ai parlé de seuil. Et en fait, il y a une histoire de potentiel de la membrane au repos. Et donc, on va comparer les neurones à la fois sains et les neurones altérés. Dans un neurone sain, ça, on va reparler après, vous aurez des mitochondries fonctionnelles. Vous aurez donc une bonne production d'ATP, donc le neurone sera endurant en quelque sorte. Vous aurez aussi des pompes sodium-potassium efficaces. Donc il y aura un maintien du potentiel de membrane, donc à 70 millivolts. Et donc votre seuil d'activation va être normal. Donc normalement, les patients toléreront plus facilement certains stimuli. Et normalement, ça se passera bien. Et donc il y aura une certaine résistance à la migraine. Par contre, dans un neurone dysfonctionnel, ce qu'on va constater, c'est qu'il y aura une diminution de l'oxygénation, soit par mauvaise circulation, un patient anémié. Vous trouverez également un neurone qui est dysfonctionnel lié aux variations glycémiques. Vous aurez potentiellement un neurone moins stimulé, notamment par une sédentarité du patient.
Et on peut également retrouver stress oxydatif, toxines, auto-immunité, inflammation, ça on en reparlera après. La résultante, c'est que vos mitochondries sont moins efficaces, donc vous aurez moins de production d'ATP, donc l'endurance neuronale sera moins bonne. Vous aurez également des pompes sodium-potassium moins efficaces. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement ce potentiel de repos de la membrane qui était avant à 70, en fait il va diminuer à 40. Et donc vous serez hyper excitable et donc vous allez déclencher plus facilement les crises. Donc en fait, le but de de tout ce dont je vais parler notamment, ça va être remonter ce seuil à un taux normal par rapport à d'autres patients. Ici, c'est un petit schéma pareil que vous pouvez trouver dans une étude. Je vais passer à la diapositive suivante comme ça pourra vous l'expliquer. Alors là, c'est surtout basé sur la vitamine B2 dont je vais parler après. Là, c'est pareil, je vais passer assez vite, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la B2 peut jouer un rôle dans la diminution de la migraine. Et en fait, notamment, la physiologie de tout ça, c'est que tout à l'heure, on parlait de mitochondrie. Donc forcément, on parle mitochondrie, on parle électrons. Et en fait, si vous avez un transfert d'électrons qui est insuffisant, vous aurez un moins bon potentiel de phosphorylation, donc moins d'ATP. Baisse d'ATP, ça j'en ai déjà parlé, hyperexcitabilité neuronale, seuil d'activation réduit, déclenchement des crises plus faciles et notamment il y aura plus facilement donc aussi le seuil de dépolarisation qui va être diminué et donc pareil la migraine va plus facilement s'étendre au niveau du cerveau. Voilà. Donc, c'est à peu près, ça revient un petit peu à ce que j'avais dit avant. Et alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, les migraines sont à l'origine de lésions de la substance blanche, donc une des substances du cerveau. Donc il y a vraiment un impact physique des migraines sur la substance blanche. Et c'est que ça fait un peu peur, mais donc finalement je me dis que je suis content d'avoir fait le sujet ce soir, puisque on voit quand même qu'une étude qui montre qu'il y a un risque augmenté de 50% de développer une démence chez un migraineux chronique. Il y a un risque accru également d'Alzheimer si antécédent de migraine. Et les migraines avec aura, ça on le sait, il y a un risque augmenté d'AVC. Et notamment, il y a pas mal de femmes qui le connaissent vis-à-vis des pilules avec des œstrogènes de synthèse qui sont contre-indiqués en cas de migraine avec aura. Donc voilà, donc ça c'est quand même hyper important à savoir. Les migraines, c'est pas anodin et les migraines peuvent déclencher des lésions de la substance blanche au long terme. Donc, c'est pas anodin. Là, ici, je vous ai mis les comorbidités associées à la migraine et vous trouvez notamment en numéro 1 l'insomnie. En fait, finalement, les comorbidités les plus associées, c'est insomnie, dépression, anxiété. Euh, Vous voyez qu'il y a finalement plein de comorbidités associées avec chaque fois des odds ratios quand même qui sont au-dessus de 1. Voilà, donc pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de comorbidités associées à la migraine. Je vais parler rapidement des traitements médicamenteux, euh, parce que moi personnellement en tant que médecin, évidemment l'idée c'est pas dire aux patients, bon bah on pense que avec l'angle fonctionnel et on arrête les médicaments. Une crise de migraine se doit d'être soulagée et clairement pour moi les INS restent au premier plan et sont très efficaces. Évidemment, on connaît tous l'effet secondaire des anti-inflammatoires, mais voilà, le patient, il prend son INS et après il est soulagé de sa migraine, ça lui permet de continuer à travailler. Voilà, on lui enlève pas, même si le but c'est qu'il ait moins de crises et que potentiellement il en prenne plus, mais en tout cas les INS gardent leur place, on sait tous quand. Deuxième ligne, il y a les triptans, certains patients même prennent triptan plus INS. Et j'ai parlé de la troisième ligne, bon, c'était pour vous la donner, et en traitement préventif. C'est quoi l'indication du traitement préventif? Ça va être les patients qui vont avoir plus de 2 jours par mois des migraines malgré l'optimisation du traitement de la crise. Et donc, ça, on connaît tous hein, les bêta-bloquants. Beaucoup de patients aussi quand même sous topiramate. On a le candesartan qui est un antihypertenseur. Après, bon, les autres, on les utilise beaucoup moins. Et maintenant, c'est qu'on parle de plus en plus des anticorps monoclonaux, notamment pour les patients suivis au CHU. Moi, j'ai plusieurs patients. Donc voilà, ça fait partie des nouveaux traitements. Peut-être que les anticorps monoclonaux grimperont dans les traitements préventifs, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste comme ça. Euh, je voulais rapidement parler. Pour la population âgée, il n'y avait pas beaucoup de niveau de preuve vis-à-vis des traitements médicamenteux. Et les femmes enceintes ou allaitantes, bon, bah, sans trop de surprise, hein, les recommandations, c'est utiliser le paracétamol. Bon, voilà, on en fait ce qu'on en veut, mais en tout cas, c'est les recommandations. Et le traitement préventif en général de la migraine est déconseillé pendant la grossesse. Voilà, donc évidemment à réévaluer avec le médecin. Voilà, maintenant on va parler quand même plus de nutrition, médecine fonctionnelle maintenant. Arbitrairement, je vais parler de l'approche nutritionnelle en premier. Et je voulais parler donc de la diète cétogène.
et plusieurs études observationnelles suggèrent qu'il pourrait être pertinent dans la prévention de la migraine. Alors donc le cétogène, la diète cétogène, c'est quand on est à moins de 20 grammes de glucides nets par jour. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'en fait les effets, ce seraient donc des effets neuroprotecteurs, par amélioration de la fonction mitochondriale. Ça réduirait, je vais en parler après, je pense, les niveaux de CGRP, ça supprime la neuroinflammation et donc ce qu'on voit, c'est que ça peut réduire la fréquence et l'intensité des migraines. Ce serait surtout marqué chez les migraines chroniques, donc je vous rappelle ceux qui font plusieurs crises par mois. Et il y avait une étude qui avait montré que pendant une courte période de cétose, les patients avaient montré une baisse significative des crises en termes de fréquence, d'intensité et de durée par rapport au régime témoin. Et les résultats étaient visibles en quelques semaines. Il n'y a pas énormément de publications, mais en tout cas, je vous ai mis les deux qui avaient été faites. Bon, c'est pas des grosses populations, en tout cas, c'est intéressant. On sait que le régime cétogène, notamment, a été beaucoup étudié dans l'épilepsie. Et on sait que pour le coup, dans l'épilepsie, c'est là où ça a été le plus étudié. Donc, c'est pas délirant de se dire que dans la migraine, ça peut être efficace comme dans l'épilepsie, même si c'est pas exactement les mêmes pathologies, mais un peu le même phénomène, histoire de seuil, histoire de neuroinflammation, etc. Donc, il y a quelques études. Donc, je voulais en parler. Maintenant, on va parler de micronutrition. Là, je vais vous citer tous les micronutriments qui ont montré des bénéfices vis-à-vis de la migraine. Sans trop de surprise, on retrouve le magnésium. C'est pas cofacteur, c'est cofacteur. Donc, on a le magnésium qui est donc un cofacteur de nombreuses enzymes mitochondriales, indispensable évidemment à la production d'ATP, stabilisation de la membrane, etc. Il y a quand même une étude assez intéressante, hein, 3626 participants, suivis quand même pendant 4 ans, et donc baisse de 17% des migraines chez ceux qui avaient atteint leurs besoins journaliers en magnésium. Donc, les messages clés, c'est que si vous avez des apports alimentaires insuffisants en magnésium, il y a plus de risques d'avoir des migraines. Les apports alimentaires donc suffisants ont montré une diminution des migraines. Le taux bas de magnésium sanguin est associé à une augmentation des migraines. Et vous voyez, en termes de dose, ils ont utilisé des grosses doses. Alors après, 2250 mg, c'est pas du magnésium élément, hein, c'est magnésium. Parce que sinon, ça commence vraiment à faire beaucoup. Ça fait beaucoup de boîtes. Mais voilà, comme ça, au moins, vous avez Est-ce, les est-ce études. que, pardon, est-ce que certains types de magnésium montrent une efficacité plus importante que d'autres? Non, j'ai pas vu Mm. dans le, non, j'ai pas vu en détail. Mhm. J'ai pas vu en détail. Mais ouais, c'est une bonne question. Merci. Avec plaisir. Vitamine D, sans trop de surprise non plus. Donc mécanisme, ça va augmenter l'absorption intestinale du magnésium. On sait que la vitamine D a fonction neurotrophique, va moduler les neurotransmetteurs, évidemment effet anti-inflammatoire. Et encore une fois, on retrouve des taux de vitamine D plus bas chez les migraineux que chez les non migraineux. Et les études montrent que la supplémentation de vitamine D va diminuer la fréquence des migraines. Par contre, on peut pas dire que ça diminue la durée ou la sévérité des migraines. Bon, c'est quand même déjà intéressant. Je vous ai mis l'étude à chaque fois en dessous. Le coenzyme Q10, pareil, sans trop de surprise. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mitochondrie, donc forcément, on va parler du coenzyme Q10. Donc en fait, le Q10 va évidemment, vous le savez, agir comme un inhibiteur du stress oxydatif. Il va inhiber l'activation microgliale. Alors là, les messages clés, c'est qu'il n'y aura pas de différence sur la sévérité des migraines, mais par contre, ça va diminuer la durée des migraines et le nombre de jours de migraines par mois. Donc c'est quand même intéressant. Et là, les doses utilisées, pareil, assez larges quand même, entre 100 et 800. Bon, c'est vrai que nous, en pratique, on utilise 100, 200, certains utilisent 400. Personnellement, j'utilise rarement déjà 400, 800 encore moins. Mais pareil, en termes de posologie, on a de la marge en termes de coenzyme Q10. Voilà, on voit bien que dans les études, ils n'hésitent pas à monter. Donc, comme parfois on nous dit, ah, attention, coenzyme Q10, pas trop. Bon, dans les études, il n'y a pas eu trop ce problème-là. La B2, donc tout à l'heure j'en avais parlé, en fait, elle va avoir un rôle dans la chaîne de transport d'électrons. Et là, pour la riboflavine, une supplémentation de 400 mg jour pendant 3 mois, donc ça c'est l'étude qui est en dessous, va permettre de significativement diminuer nombre de jours avec migraine, durée, fréquence, douleur migraineuse. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est que la vitamine B2, bon, on n'en parle pas forcément très souvent. En tout cas, pas forcément en unitaire. On en parle un peu avec la thyroïde, mais en tout cas, elle tire son épingle du jeu dans la migraine. Et en tout cas, c'est une vitamine que vous pouvez doser. Donc ça, c'est intéressant.
Pour l'acide alpha-lipoïque, sans trop de surprise non plus, on parle de stress oxydant, donc forcément l'acide alpha-lipoïque, on le retrouve ici. Ça va montrer, l'acide alpha-lipoïque, une diminution des symptômes de migraine, de la sévérité et de la fréquence. Donc assez intéressant. Ici, vous avez les acides gras essentiels, c'est pas trop une surprise non plus, on parle toujours d'oméga 3 et de la plasticité membranaire et de la souplesse membranaire. Eh bien, l'EPA et le DHA en supplémentation permettent de diminuer la fréquence et la sévérité des épisodes de migraine. Et donc, sans trop de surprise, si vous augmentez vos oméga 3 et qu'en même temps vous réduisez les pro-inflammatoires, notamment l'acide arachidonique, eh bien vous aurez une baisse des jours de céphalée et de douleur des patients avec moins de céphalée chronique. Encore une fois, un peu de biochimie. Les oméga 3 vont intervenir sur plusieurs maillons de la cascade. Il y aura moins de production d'éicosanoïdes qui sont dérivés des acides arachidoniques. Et donc, vous aurez plus de médiateurs pro-résolutifs, hein, les résolvines, protectines, marésine. Vous diminuerez vos cytokines pro-inflammatoires. Et évidemment, vous avez des effets sur l'affinité membranaire, neuronale et gliale. Donc, oméga 3, pas surprenant de les retrouver ici. Et je vous ai mis également les études. Pour la mélatonine, on sait qu'à haute dose, hein, la mélatonine a des effets antioxydants, des effets sur la mitochondrie. Bon, là, il faut commencer à monter un peu. On peut aller jusqu'à 10 mg sans problème. Je parle pas de la mélatonine, voilà, la mélatonine à 0,2, 0,3 mg, hein, c'est pas ça. Je vous ai pas donné la posologie parce que je ne sais pas si je l'ai. En tout cas, la mélatonine va diminuer la fréquence, la durée, la sévérité, utilisation édentalgique. J'aime bien, et évidemment, oui, c'est moi qui l'ai mis, évidemment, améliore le sommeil. Donc forcément, vous faites d'une pierre deux coups, parce qu'en plus, vous améliorez potentiellement le sommeil du patient, et on sait que, on va en reparler, le manque de sommeil abaisse le seuil de la migraine. Donc là, je vous ai mis encore deux études. On a le fer. Les taux bas de fer peuvent exacerber les symptômes de migraine et la supplémentation en fer a montré une réduction de la fréquence et l'intensité des migraines. Donc on va le voir plus tard, mais c'est que si chez une femme vous cumulez une hyperoestrogénie, règles abondantes, manque de fer, etc., bon bah là vous avez un combo parfait pour ça. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, fer et migraine, mais en tout cas ça fait partie encore une fois des causes. Là, je vous ai mis le résumé. Donc, comme ça, j'ai classé. Donc, ça, au moins, ça vous donne un peu une idée. On va retrouver donc diminution de la fréquence des migraines, je vous l'ai classé. J'ai classé en diminution de la durée des migraines et j'ai classé en diminution de la sévérité des migraines. Donc, vous voyez qu'il y a des nutriments qui retombent plusieurs fois, mais la mélatonine est sur les trois. Oméga 3 est dans deux catégories, acide alpha-lipoïque également, et riboflavine sur les trois aussi. Donc, c'est vrai que riboflavine, pensez-y pour la migraine. Maintenant, on va parler de l'approche fonctionnelle des amplificateurs de la migraine. Amplificateurs, on va parler de ça. Donc, maintenant, on va parler de migraine comme une maladie neuro-immunovasculaire. Donc, en fait, il y aura une participation du système vasculaire, du système immunitaire et de la microglie. Donc, dans la crise, vous aurez une cascade, activation neuronale, vous aurez une libération de neuropeptides, CGRP, substance P, et donc vous aurez une neuroinflammation méningée, une activation gliale et donc douleur. L'inflammation vasculaire, donc là on va forcément reparler de l'homocystéine. C'est vrai que ça je l'ai pas mis avant, mais j'aurais peut-être pu, j'avais hésité, mais quand vous avez une hyperhomocystéinémie, eh bien le traitement peut diminuer la fréquence et ou la sévérité des migraines. Aussi via la méthylation, meilleure synthèse de neurotransmetteurs, etc. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes en hyperhomocystéinémie, vous aurez une inhibition des récepteurs GABA, vous allez activer en parallèle les NMDA, donc avec le côté excitateur. Vous allez avoir plus facilement une inflammation neuronale, évidemment, stress oxydatif, production de ROS, et donc dysfonction endothéliale, et donc dommages cellulaires, etc. Donc, bon, l'hyperhomocystéinémie, je pense, ça fait tous partie de notre bilan un peu de base en santé fonctionnelle, et à juste titre, parce que là, encore une fois, sans trop de surprise, il y a une implication de l'homocystéine dans la migraine. Bon, de toute façon, de manière globale, on trouve quand même l'homocystéine dans beaucoup de pathologies, et la migraine n'en fait pas défaut. Ça, c'est pour vous montrer que vous avez en fait des macrophages qui sont entre guillemets naïfs et qui en fait vont pouvoir soit se transformer en macrophages pro-inflammatoires ou soit en macrophages anti-inflammatoires. Et en fait, on va voir ensemble quelle situation font que ce macrophage, on va dire naïf, qui circule, va se transformer en inflammatoire ou non inflammatoire. Donc, qu'est-ce qui va faire
basculer les macrophages vers des macrophages pro-inflammatoires, bah, vous aurez les pics d'insuline, vous aurez le tabac, l'inflammation intestinale, la diète pro-inflammatoire, donc produits transformés, manque d'oméga 3, trop d'oméga 6, l'hypoxie également, va faire basculer, l'anémie, vous aurez également les antisymptômes crâniens, l'inflammation vasculaire et la déplétion en antioxydants. Donc ça va vous faire switcher vers les M1, M1 qui fabriquent des interleukines, etc., des cytokines pro-inflammatoires. Maintenant, on va parler un peu de neuroinflammation. Je vous ai mis ici les facteurs déclenchants de neuroinflammation. Vous aurez des déclencheurs chimiques, psychologiques, des maladies inflammatoires, une diète inflammatoire, le surentraînement, donc là on est en cadre sportif, le manque de sommeil. On verra également, ça peut être une réaction à certaines protéines alimentaires, et ça peut être également des infections qui déclenchent une neuroinflammation. Comment on prend en charge donc cette neuroinflammation? Comme toujours, pris en charge du mode de vie, hein, les fameux piliers, alimentation, sommeil, gestion du stress, exercice physique, éviction de l'alcool. Vous prenez en charge évidemment les facteurs déclenchants qui sont ici, c'est déjà un sacré boulot. Au niveau nutritionnel, bon, ça, je pense que tout le monde les connaît. Bon, je vais passer assez vite, hein, la diète anti-inflammatoire, ça, je pense que vous la connaissez. Le nerf de la guerre, c'est stabiliser les glycémies, hein. Le cerveau n'aime pas, hein, n'aime pas ces variations de glycémie. L'approche keto peut être intéressante, j'en ai parlé avant. Le jeûne intermittent, bon, c'est pas le sujet du jour. Au niveau de la prise en charge micronutritionnelle, c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'on ne les connaît pas forcément tous. Là, je vous ai cité les différents polyphénols qui sont intéressants dans la neuroinflammation. Resveratrol, curcumine, on les connaît très bien. La pygénine, maintenant, on connaît bien aussi. On connaît un peu moins parfois lutéoline, baïcaléine et la rutine. Donc ça permet d'avoir une bonne balance justement entre macrophage M1 pro-inflammatoire et macrophage M2 anti-inflammatoire. Ça va protéger votre barrière hémato-encéphalique, ça va protéger vos neurones. On en a parlé avant, évidemment, vos acides gras essentiels, notamment les oméga 3, sont importants pour la neuroinflammation. AGCC, je vous rappelle, acides gras à chaîne courte, le fameux butyrate dont on parle énormément, vont permettre de faire une bonne balance. Sans trop de surprise, on retrouve encore une fois le magnésium, récepteur GABA, inhibition NMDA, donc ça c'est logique de les retrouver. Vous avez des antioxydants, donc on retrouve évidemment tous les polyphénols, mais vous avez aussi le glutathion, ça pourrait être le Q10, ça va protéger vos mitochondries, protéger votre barrière hémato-encéphalique, protéger vos neurones. Maintenant, donc ça c'est pour la neuroinflammation. J'aurais pu faire beaucoup plus long, mais toujours problème de temps. Donc là, j'ai parlé des mitochondries. Pour les mitochondries, voici la physiopathologie et ce qui va se passer. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc bon, à force de répéter, je pense que vous aurez bien compris. Donc je vais faire exprès d'en reparler. Quand il y a de l'inflammation, vos mitochondries vont dysfonctionner, vous allez faire moins d'ATP, moins d'endurance de vos neurones, le seuil baisse et donc ça va s'activer avec des stimuli plus bas. Le lien physiopathologique, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, quand il y aura cette fameuse là, expansion corticale, et bien en fait, ça va exiger beaucoup de dépenses énergétiques et donc une forte consommation d'ATP. Le problème, en fait, c'est que si vos mitochondries, elles sont pas suffisantes en termes de production d'ATP et qu'elles sont endommagées, donc l'ATP va plus suffire, vous aurez vos pompes sodium-potassium également qui vont être altérées, et donc ce fameux CSD là va se faire plus facilement. Et donc, sensibilisation des circuits de la douleur. Et en plus, ce qui se passe, c'est que la production de radicaux libres, comme votre chaîne respiratoire est inefficace, hein, je vous rappelle, il y a systématiquement une fuite d'électrons au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale, mais comme vos mitochondries fonctionnent moins bien, il y a encore plus de production de radicaux libres, et donc vous aurez un stress oxydatif qui va encore plus endommager vos mitochondries, et là en fait on rentre dans un cercle vicieux qui devient assez terrible, donc là vous êtes obligé de tout prendre en charge. Donc encore une fois, la fameuse mitochondrie, qui est chère à beaucoup de gens, dont professeur Castronovo, bah, en fait, encore une fois, à juste titre, parce qu'en fait, on se rend compte que on peut pas avoir une santé optimale si on n'a pas des mitochondries qui fonctionnent bien. Et donc, encore une fois, la migraine ne fait pas exception. Donc, la mitochondrie, c'est le nerf de la guerre. Je vous ai mis ici les différents nutriments pour supporter l'activité mitochondriale. Je me dis qu'avec un seul tableau, on a tout dedans.
Je vous ai mis les cofacteurs, mitochondries, les antioxydants, comment faire des nouvelles mitochondries, le fameux PQQ qui est top pour ça. Je vous ai mis les cofacteurs de la synthèse d'ATP. Je vous ai à peu près tout mis. Bon voilà, je me dis au moins comme ça, c'est un tableau résumé assez sympa et que vous pouvez afficher où vous voulez ou avoir sous le coude en consul, c'est intéressant. Voilà, donc je vais Excuse-moi, pas en parler. Julien, Oui, est-ce que juste cette dia-là, tu pourras me l'envoyer comme ça avec demain quand plaisir. je vous Ouais, renvoie le mail avec le replay? Je sais que souvent vous me demandez pour avoir oui, toutes les dias. Ça, c'est pas plaisir. possible. Mais par contre, celle-là, je vous l'enverrai en Oui, copie. oui, ça va Merci, rendre Julien. service à tout le monde. Ouais. Alors, stress oxydant, que j'en ai parlé juste avant, ce qu'on voit, c'est que les migraineux ont souvent des marqueurs de stress oxydatif plus élevés. Seconde dose en pratique courante, c'est 8-OHDG. Et ce qu'on va voir, forcément plus de stress oxydant égale mobilisation des antioxydants. Donc vous verrez l'activité de la SOD, vous pouvez doser le glutathion, le coenzyme Q10. Et donc ce stress oxydant va faire quoi? Il va entretenir cette microglie qui est déjà activée. Ça va moduler le tonus vasculaire et ça va augmenter évidemment votre vulnérabilité des mitochondries neuronales. Ça, j'en ai déjà globalement parlé, donc les polyphénols, antioxydants, anti-inflammatoires, neuroprotecteurs. Ils vont moduler certaines voies d'expression génique et donc les polyphénols vont permettre une régulation plus fine de l'inflammation. Donc en fait, c'est pas seulement des anti-inflammatoires, ils vont aussi moduler le terrain. Donc c'est pas juste, voilà, c'est pas juste un anti-inflammatoire, ça va bien au-delà de juste un anti-inflammatoire. Maintenant, donc là, à chaque fois, finalement, j'ai résumé à la fin hein, quels sont les activateurs de la migraine. Je vous ai fait un résumé. Ce sera peut-être plus lisible pour vous. En tout cas, vous trouvez également dans les activateurs de la migraine, non, pardon, amplificateurs, si je dis pas de bêtises, je suis dans les amplificateurs. Vous trouvez également les troubles du sommeil. Et notamment, ce qu'il faut absolument éliminer en médecine, mais ça je pense que les médecins le savent, nous on doit forcément penser au syndrome d'apnée du sommeil. On le sait très bien, les gens qui ont mal à la tête de manière chronique, il faut toujours penser à l'apnée du sommeil. Donc là on a plein de questionnaires pour ça. Somnolence diurne, la nicturie, le ronflement, et les pauses respiratoires, etc. Mais donc surtout, éliminer le SAS. En plus maintenant c'est facile de faire le diagnostic, plus en plus de médecins font les tests. On voit aussi plus de jambes sans repos chez les migraineux. Et le phénomène trouble du sommeil et migraine est bidirectionnel. Comme je vous l'ai dit, le mauvais sommeil peut déclencher ou aggraver une crise, mais en même temps, on trouve aussi que les migraineux chroniques ont une moins bonne qualité du sommeil. Donc, la relation va dans les deux sens. Quels sont les mécanismes? Là, je vous les ai notés. Encore une fois, le but, c'est pas forcément de faire un cours de physiopathologie, mais au moins, c'est que vous puissiez les avoir. C'est pareil, j'ai pas beaucoup détaillé les règles d'hygiène du sommeil. Je pense que maintenant, tout le monde les connaît. Euh, voilà, comme ça, au moins, vous les avez. Je vais pas en parler plus longtemps. C'est pas un cours sur les troubles du sommeil, mais voilà, de toute façon, on sait tous que encore une fois, le sommeil est impliqué dans plein de pathologies et la migraine en fait partie. On trouve dans les amplificateurs de migraine, mais ça c'est pas une surprise, l'hypersensibilité à l'environnement et donc d'ailleurs les migraineux vont vous dire qu'il y en a beaucoup qui tolèrent pas certaines odeurs. Eh bien, quels sont les stimuli environnementaux qui vont apparaître chez les migraineux, donc les odeurs, les solvants, les parfums, pollution atmosphérique, perturbateurs chimiques, additifs alimentaires, mais on trouve même finalement hein, tout ce qui est médicaments, toxines. Et donc ces expositions peuvent stimuler les récepteurs trigéminaux, comme je vous l'ai dit, hein, c'est activation du système trigéminovasculaire, donc vos récepteurs vont plus facilement s'activer. Il y aura plus de radicaux libres avec ces stimuli environnementaux, c'est pas une surprise. Ça va perturber la barrière hémato-encéphalique et ça va activer la microgligue. Donc encore une fois, avec ça, vous allez baisser votre seuil de la migraine et donc de la crise. Forcément, comme on parle de toxines, etc., eh bien, il y a un rôle de la détox hépatique. Il y a même des gens, moi, il y a plein de patients qui m'ont dit quand je fais ma détox hépatique, j'ai moins de migraines. Ça, c'est hyper fréquent. Maintenant, enfin moi je pose systématiquement la question et tous les patients qui viennent me voir et qui ont une migraine, je prends en charge le foie. Ça c'est
hyper important. Donc c'est pas rare de voir une baisse sans forcément faire beaucoup de choses dans un premier temps. Moi, je les vois parfois à la première consulte. Je donne déjà quelques conseils. Je leur donne une détox du foie et c'est pas rare, je dis pas systématiquement, hein, mais j'ai souvent des gens à la deuxième consultation, quand on se voit pour les résultats, qui me disent ah bah oui en effet la détox du foie c'était mieux, j'ai l'impression d'avoir fait moins de migraines. Donc voilà, n'oubliez pas le foie. Pareil, ça c'est de la biochimie, je vous ai mis un peu de physiopathe. Et donc quand vous avez une mauvaise détox du foie, vous aurez une phase intermédiaire où vous aurez encore plus de composés oxydants. Et donc, si vous avez déjà du stress oxydant, bon, alors là, c'est la catastrophe. Et donc, vous allez encore plus avoir de neuro-inflammation, etc. Donc, n'oubliez pas le foie. Approche intégrative détox, bon, bah, ça, c'est pareil, hein, difficile de faire une seule diapo, mais je vous ai remis quelques composés qui peuvent être intéressants pour la détox, donc phase 1, phase 2, etc. Réduire la charge toxique quotidienne, ça je vais en reparler je pense un petit peu plus tard. Je vous les ai notés. Évidemment, on sait aussi que l'apaisement du système nerveux va être intéressant aussi dans toute cette sphère-là. Respiration, cohérence cardiaque, le cortisol, on va en parler après. L'hygiène du sommeil, ça j'en ai parlé avant. Voilà, c'est sans grande prétention cette diapo, mais au moins pour vous faire un petit résumé. Là, donc tout à l'heure, je vous ai parlé des amplificateurs de la migraine. Là, je vais vous parler des activateurs de la migraine. Donc après, je vais faire le résumé. Là, on va parler un peu d'hormones. Et donc, encore une fois, on va reparler de la thyroïde sans trop de surprise, puisque vous le savez, tous vos organes du corps humain ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Donc, vous doutez bien que si le cerveau n'a pas les hormones thyroïdiennes dont il a besoin, le cerveau va souffrir. Donc, comme je l'ai mis tout en bas, une thyroïde lente va rendre le cerveau plus sensible. Et encore une fois, il y a toujours, encore une fois, cette histoire d'ATP. Si votre cerveau n'a pas l'ATP dont il a besoin, pareil, il ne pourra pas fonctionner correctement. Ce qu'on voit, c'est que le traitement de l'hypothyroïdie, ça permet de réduire les migraines en termes de durée, de fréquence et de gravité. Si je dis pas de bêtises, là, dans l'étude que vous voyez, c'est sur la lévothyroxine, hein. C'est pas, j'ai pas trouvé d'études sur la T3. Pour ça, il n'y a pas beaucoup d'études, j'ai l'impression quand même sur le traitement T4 plus T3, sur T3 seul encore moins. Bon, là, c'était une étude sur la T4. Donc, que va faire l'hypothyroïdie? Ça va augmenter votre risque de migraine, mais ça augmente aussi les céphalées de tension. Il y a même des patients qui ont les deux, hein, on peut avoir les deux. Et donc, il y aura un impact de la thyroïde sur les vaisseaux. On le sait très bien, vos patients avec une hypothyroïdie auront plus facilement des signes de manque de sérotonine. Et donc, évidemment, votre cerveau aura un métabolisme énergétique diminué et donc des neurones plus excitables. Donc là, je vous ai mis les études. Et ce que moi je vois, c'est que les hypothyroïdiens migraineux, vous leur donnez un traitement, enfin, vous leur donnez un traitement hormonal substitutif, ou alors vous prenez en charge l'hypothyroïdie avec des cofacteurs, micronutriments et autres. Votre patient fera moins de migraines. Ça, c'est hyper fréquent. Je dis pas encore une fois que la migraine disparaît, mais souvent il y a moins de crises, moins intenses, ou alors il y a moins de traitement de la crise. Ça peut être assez important, hein. Moi, après, j'ai des patients, ils font plus qu'une migraine tous les 2 mois, 3 mois. Donc, il y en a qui arrêtent leur traitement préventif. Vraiment, ça peut énormément les soulager. Donc là, je vous ai mis les différentes études. Bon, c'est pas forcément des grosses études, mais bon, qui existent. Maintenant, forcément, si on parle de thyroïde, on va forcément parler de cortisol, l'axe surrénal thyroïde qui est très important. Donc l'hypothalamus, j'ai noté, hein, c'est un chef d'orchestre du migraineux. Comme je vous l'ai dit, on peut le voir en imagerie avant la douleur. Et donc ça a modulé aussi la sensibilité du tronc cérébral. Le stress, c'est un facteur déclenchant majeur. 70% des migraineux identifient le stress comme facteur déclenchant principal. Stress endogène ou exogène, hein. Quand je dis toujours aux gens, le stress, c'est pas que la vie de tous les jours, ça peut être aussi son propre corps qui est enflammé, etc., qui se bat contre une maladie auto-immune, qui se bat contre un cancer, ça c'est un stress. Il y aura un effet cumulatif qui va favoriser l'entrée dans les crises. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la migraine, il y aura une dysfonction en fait de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, et donc vous aurez une réponse anormale du cortisol. Vous aurez souvent un système sympathique qui va être suractivé, donc c'est sympathique tout le temps vers la fuite, tout le temps à fond. Et ce qui se passera aussi, c'est qu'on va être plus sensible justement aux stimuli.
Et donc forcément, on va, stimuler plus facilement son système trigéminovasculaire et comme je vous l'ai dit, le système, surrénalien interagit avec d'autres hormones et notamment, avec la thyroïde. Ce qu'on voit, c'est que évidemment, si vous êtes en stress chronique, ça va perturber votre cycle menstruel, ça va diminuer vos androgènes, hein, la DHEA qui sacrifie, quand on est stressé, mais on l'a vu, dans le précédent webinaire aussi que la testo, elle déteste le stress chronique. On va le voir que le stress chronique va accentuer les variations périménopausiques et donc le stress chronique interagit avec les œstrogènes. Donc voilà, n'oublions pas l'axe hypothalamo-hypophyso, surrénalien. Dans les dérèglements hormonaux, j'ai distingué déficit androgène masculin et j'ai distingué chez les femmes, parce que les femmes, je vous l'ai dit, il y a la particularité des œstrogènes, même si évidemment sont présents chez l'homme, mais en tout cas c'est chez la femme que ça va poser problème. Qu'est-ce que va montrer la littérature? C'est que les migraines chroniques auront des taux plus bas de testo. Quand même intéressant. Donc ça complète un peu ce que j'avais dit la dernière fois. C'est un complément intéressant. Vous aurez plus facilement de signes de déficit androgénique chez les migraineux hommes et femmes, donc male-female. Vous aurez souvent des DHEA et DHEA sulfate plus basses chez les migraines chroniques. Et donc c'est quoi le rôle plausible des androgènes? C'est que les androgènes ont un rôle neuroprotecteur, vont jouer un rôle sur la nociception, ça, on sait qu'on n'y pense pas forcément toujours, mais les androgènes ont un rôle justement sur la modulation de la douleur. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a, si je dis pas de bêtises, alors je sais plus si c'était dans la référence ou dans un autre papier que j'ai vu, mais donc il parle bien du rôle androgène et douleur. Les supplémentations, par contre, je peux pas vous dire que supplémenter en DHEA, supplémenter en testo, permet de diminuer la migraine. Il n'y a pas encore de données en tout cas scientifiques. Après, sur le terrain, on peut le constater, mais il n'y a pas de publication qui le montre. Et en fait, c'est que la lecture pratique, c'est que c'est pas le déficit androgène qui va être la cause directe de la migraine, mais que ça va encore une fois faire un terreau fertile pour que la migraine se développe plus facilement. Après, vous le savez très bien, il n'y a pas qu'un seul facteur déclenchant, mais en tout cas, ça va encore une fois rajouter des éléments en plus. Donc, pensez aux androgènes. Maintenant, évidemment, on va parler du cycle menstruel. Alors, j'ai dit 3 fois plus fréquent, bon, 2 à 3 fois plus fréquente, retenez, c'est très bien. Et donc, les variations d'œstradiol, c'est un trigger qui est bien documenté, un facteur déclenchant qui est bien connu. La chute d'œstradiol en phase prémenstruelle, c'est un déclencheur classique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la revue de 2021 avec 19 études, c'est que les fluctuations et les baisses rapides sont systématiquement associées au début des crises. Donc, ça qui est intéressant. Ce qui va se passer quand vos œstrogènes vont être bas, ça va diminuer votre seuil de la douleur, ça va activer le système trigéminovasculaire et ça va augmenter l'excitabilité corticale. On va parler évidemment de la périménopause, donc là vous le savez, il y aura dans un premier temps surtout la progestérone qui va diminuer, donc vous allez vous retrouver potentiellement avec un peu plus d'œstrogène, donc ça va déséquilibrer encore une fois ce seuil migraineux. Donc là, je parle bien d'hyperœstrogénie relative, hein. J'ai pas dit qu'il y avait une hyperœstrogénie dans la périménopause, attention, mais c'est en miroir, comme la progestérone un peu plus basse. Donc vous aurez plus d'excitabilité neuronale. Ce qui se passe, c'est que le sevrage rapide en œstrogène aussi peut déclencher les crises. Donc la femme qui va être plutôt dans la deuxième phase où ses œstrogènes vont baisser va aussi voir ses crises augmenter. Pourquoi la femme migraineuse a plus de migraines? Bah, c'est parce que sa progestérone qu'elle perd en premier, eh bien, elle a des effets GABAergiques, donc elle va perdre son effet GABAergique de la progestérone, qui a aussi des effets antinociceptifs. Et donc, il y aura moins d'inhibition neuronale qui va plus facilement ce neurone, encore une fois, se déclencher. Et donc, les migraines, les femmes vont vous le dire, elles auront plus souvent des migraines justement donc plus fréquentes et plus sévères dans sa transition périménopausique. C'est pour ça que moi, je traite très rapidement la patiente dès qu'elle montre des signes de périménopause. J'attends pas qu'elle ait 15 symptômes de manque d'œstrogène et de progestérone, et j'attends pas d'avoir une biologie où j'ai plus aucun œstrogène ou progestérone circulante. Donc d'où l'intérêt de pas attendre pour traiter. Donc ça après c'est du cas par cas, mais voilà, la patiente migraineuse, faut bien la surveiller parce que ça peut être une période pour elle qui va pas être très, très agréable. Et en plus, on constate qu'il y a un petit terrain inflammatoire qui se déclenche dans la périménopause, les troubles du sommeil liés aux variations hormonales, et là encore une fois, vous avez un très bon cocktail pour amplifier la migraine.
Le THM, si on en parle beaucoup, hein, traitement hormonal de la ménopause, on a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment avec les Américains, qui ont pris des belles mesures. Eh bien, le traitement hormonal de la ménopause, eh bien, ce que ça a montré, c'est que ça peut améliorer les migraines. Évidemment, c'est adopté au profil hormonal et à la voie d'administration. Alors ça, je pense que globalement, tout le monde le sait, mais c'est bien de le répéter. En fait, en cas d'administration orale d'œstrogène, eh bien, on a une augmentation de la fréquence et du nombre de jours avec céphalée. En plus, probablement que ces études ont été faites avec des œstrogènes oraux synthétiques, je pense. Par contre, ce qu'on montre bien, c'est que la voie transdermique, c'est celle qu'on veut. Bon, là, dans l'étude en question, c'était fait avec des patchs, mais bon, transdermique, ça peut aussi être le gel. Eh bien, quand le THM est donné en voie transdermique, vous n'avez pas d'aggravation des migraines ou des céphalées. Il y a une autre étude qui a montré que quand vous êtes en transdermique, donc gel ou patch, autour de la période menstruelle, vous avez une diminution du nombre de jours de migraine chez des femmes qui souffrent de migraine liées aux règles. Donc là, on n'est pas vraiment sur la femme complètement ménopausée, mais en tout cas pour cette femme qui a encore des cycles, quand on lui met des œstrogènes transdermiques, elle a moins de migraines. Donc voilà. Après, tout à l'heure, j'avais parlé, j'ai eu le cas il y a pas longtemps avec une patiente, et là, on est un peu embêté. J'ai une patiente qui a des migraines avec aura, et le gynécologue a refusé qu'on lui prescrive des œstrogènes bioidentiques. Donc c'est là où il faut réussir à négocier, on va dire, et discuter, parce que il n'y a pas forcément de distinction entre les œstrogènes de synthèse non bioidentiques et les œstrogènes bioidentiques. Et donc pour la migraine avec aura, moi j'ai été un peu embêté avec cette patiente et bon pour l'instant j'ai pas encore forcément réussi à discuter avec le bon médecin on va dire. Donc voilà pour la migraine avec aura c'est un peu un angle mort comme en fait migraine avec aura égale augmentation de l'AVC. Pas mal de médecins ont peur du traitement hormonal de la ménopause. Voilà ça c'est un petit aparté mais c'est quand même important. Autre Donc là, on était dans la catégorie hormonale des déclencheurs de la migraine. Maintenant, vous avez les troubles métaboliques. Là, je vais surtout passer au-dessus, enfin au milieu. Ce qu'on constate, c'est que l'insulinorésistance et la glycémie élevée vont être plus fréquents chez les patients migraineux et que la correction des facteurs métaboliques peut s'accompagner d'une réduction des migraines. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que plus l'insulinorésistance avance, plus vos migraines vont devenir fréquentes et sévères. Et donc, il y a un risque de passer de migraines épisodiques à des migraines chroniques. Et la résistance à l'insuline, on aura donc évidemment un manque au métabolisme cérébral du glucose, et donc on revient au même problème. Vos mitochondries fonctionnent, enfin, vos mitochondries fonctionnent moins bien, vous augmentez la neuroinflammation, etc. Donc ça, je pense que vous commencez à bien connaître ce cercle. Comme je vous l'ai dit, le cerveau migraineux, je vous l'ai dit avant, ça n'aime pas l'instabilité glycémique, et donc les cerveaux n'aiment pas les hyper et les hypos. Donc, attention, c'est d'où l'intérêt d'avoir une courbe de glycémie la plus lisse possible. Euh, et voilà, donc attention aux fluctuations glycémiques. Donc ça, c'est trou métabolique, j'ai pas fait beaucoup de slides là-dessus, mais ça paraît assez logique que ce soit encore impactant. Les troubles respiratoires, ça va un petit peu revenir à tout à l'heure ce que je vous ai dit, je vous ai parlé un peu de polluants, etc. Faut savoir que les troubles respiratoires, ça, on n'en parle pas forcément, mais les stress pulmonaires diffus, ou polluants, allergènes, toxines, infections, dedans évidemment il y a le tabac, il y aura une sollicitation de la barrière respiratoire et ça va augmenter l'inflammation systémique. Il faut aussi savoir que le microbiote pulmonaire est lié au microbiote intestinal, et tout à l'heure on va parler de microbiote intestinal. Ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, vous aurez une activation neuro-inflammatoire via diminution de la clairance mucociliaire, déséquilibre immunitaire. Vous avez aussi un axe dont on parle, hein, c'est poumon-intestin surrénal, qui est très important. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Et donc, on sait que poussière, humidité, moisissure, les Américains, on parle beaucoup hein, des moisissures. On parle un peu moins, nous, en Europe, mais on sait que c'est un facteur important. Eh bien, ça va être des facteurs aggravants connus chez les migraineux sensibles. Donc, faut pas oublier l'environnement respiratoire. On dit d'ailleurs toujours que notre air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, d'où l'intérêt de aérer son habitation tous les jours. Et c'est vrai que pareil, aux États-Unis, ils en parlent beaucoup, mais les purificateurs d'air aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé que chez nous. C'est que nous, on en parle beaucoup moins. Mais voilà, pour les patients qui sont soucieux
de leur santé, eh bien, investir dans un purificateur d'air, c'est, je pense, une très bonne idée. Tout maintenant, il y a quand même des purificateurs qui font quand même des gros volumes, donc ça peut être intéressant. Évidemment, aérer sa maison, les produits ménagers, les bougies, etc., ça vous connaissez. Limiter les poussières. L'humidité aussi. Faut savoir qu'un environnement trop humide est mauvais évidemment pour toute la sphère ORL, aussi pulmonaire, donc pas avoir trop d'humidité, sinon encore une fois plus de moisissure, plus d'acariens. Euh, voilà, donc ça c'est important on oublie, c'est qu'on penserait pas forcément aux troubles respiratoires dans la migraine, mais en fait il y a des liens. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. J'ai pas cherché, mais peut-être qu'il y a des études en asthme et migraine, c'est tout à fait possible. Ça, je pense que c'est pas une surprise. Il y a beaucoup de migraineux, je pense, qui ont constaté, alors peut-être dans ceux qui écoutent ou ceux qui ont des patients, quand on traite l'intestin, il y a moins de migraines et on va voir les différents liens. La migraine, elle est associée à l'hélicobacter, à l'intestin irritable, à la maladie cœliaque, sans trop de surprise parce que le microbiote peut moduler votre douleur, peut moduler votre inflammation, peut moduler la perméabilité, peut moduler les neurotransmetteurs. Et donc, les études montrent que les migraineux présentent plus souvent de la dysbiose, pas surprenant, une fermentation anormale, plus de métabolites pro-inflammatoires. Donc la dysbiose, ça va être un déclencheur neurophysiologique. Et donc là, ce qu'on voyait, assez intéressant, vous avez une prévalence de la migraine quand même qui est 3,5 fois plus élevée chez les patients qui ont des troubles gastro-intestinaux. C'est quand même assez énorme. Et en plus, vous voyez la population, il y a quand même 781 000, enfin 780 115 patients dedans. Donc c'est pas rien. Donc ça, je suis pas du tout surpris. Ça, c'était un petit schéma qui vous montre un peu les différents mécanismes entre les désordres digestifs et la migraine. Voilà, si vous êtes friand de physiopathe, euh, vous avez la référence en dessous, donc l'importance du microbiote et de l'alimentation dans la migraine, donc assez récent en 2023. Donc le microbiote, ça va influencer votre système nerveux central, votre microglie, la nociception trigéminovasculaire, la sérotonine. Et donc le rôle, bon, stress intestin, ça je pense que tout le monde connaît. Vous aurez moins bonne motilité, moins bonne diversité du microbiote, augmentation de la perméabilité intestinale. Et juste après, on va parler de l'activation mastocytaire et de l'histamine. Donc ce qu'on voit, c'est que la dysbiose va augmenter la perméabilité intestinale, les antigènes, les cytokines, la neuroinflammation, le stress. Et donc, ça tout le monde connaît. Et quel est le phénomène? C'est encore une fois, je pense que si vous avez retenu qu'en fait dans la migraine, il y a un abaissement du seuil, mais en fait, encore une fois, le leaky gut va abaisser ce seuil de déclenchement de la migraine. Là, j'ai pas fait de slide parce que bon, traiter un leaky gut, traiter une dysbiose, c'est du cas par cas, donc évidemment, j'ai pas fait de slide là-dessus hein, sur la prise en charge. Je voulais vous parler un petit peu de l'intolérance à l'histamine. On en parle beaucoup. On sait que c'est quand même assez important. Le déficit en DAO, il est quand même observé chez jusqu'à 87% des patients migraineux. Donc c'est quand même assez énorme. Donc ce qui se passe, c'est que cette histamine va pas être dégradée, donc elle va atteindre la circulation sanguine et pouvoir déclencher des symptômes, dont les céphalées. Pourquoi? C'est parce que vous le savez que l'histamine elle agit sur plusieurs récepteurs, les H1, les H2, les H3, les H4. Et bien en fait, cette histamine va dilater les vaisseaux. Il y aura une plus grande perméabilité de la barrière. Il y aura une modification de l'activité hypothalamique, hein, qui est notamment siège de l'activité de la migraine. Donc ça va exacerber la douleur. Vous aurez plus de sensibilité lumineuse et plus d'inflammation. On sait que dans les déclencheurs de l'histamine, vous avez les aliments riches en histamine. Il y a plein de patients aussi qui vont vous dire quand je consomme beaucoup de fromage, j'ai pas sur la soirée 20 fromages. Alors là, pour les migraineux intolérants à l'histamine, ça c'est le meilleur truc pour avoir une migraine carabinée le lendemain ou même dès le soir quand ils se couchent. Donc ça, c'est assez terrible. Et donc, il y avait une étude là que je vous ai notée qui montre que les niveaux plasmatiques d'histamine étaient plus élevés chez les migraineux. Et donc, en parallèle, ils ont aussi une DAO qui est moins bonne. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une accumulation d'histamine qui va baisser le seuil de la migraine. Et la dysbiose, en plus, intestinale et cette perméabilité vont en plus activer vos mastocytes. Donc, vous avez déjà d'une part plus d'histamine parce qu'elle est moins dégradée, des mastocytes qui s'activent plus, et donc ça, c'est le phénomène de neuroinflammation. Encore une fois, la slide, voilà, c'est plus que modeste, mais donner des pistes.
Intolérance à l'histamine, moi, tous mes patients qui sont migraineux, pour qui on suspecte une intolérance à l'histamine, bah, je leur demande systématiquement de faire un régime bas en histamine. Et là, récemment, j'ai quand même eu des globalement bons retours des patients en consommant moins d'histamine. J'avoue, j'y étais moins sensibilisé avant à l'intolérance à l'histamine et maintenant que je la prends plus en charge, en tout cas que j'y pense plus souvent, pareil, encore une fois, vos patients migraineux, avant même d'avoir tous les tests, ça peut être intéressant de faire le test avant que vous les revoyiez avec les analyses. Et au moins déjà, ça vous donnera un peu une orientation. Et quasiment tous les patients à qui j'ai demandé ont tous eu une diminution de leur céphalée. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez donc leur demander aussi de prendre la DAO en prise ponctuelle. Peut être intéressant. Vous pouvez stabiliser les mastocytes. Alors là, il y en a plein. J'en ai mis 4, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Évidemment, vous le savez, il faut travailler le microbiote puisque vous avez des bactéries qui peuvent produire de l'histamine. Donc ça, voilà, c'est hyper important de prendre le microbiote. Mais vous savez aussi que vous ne stabilisez pas tout le système nerveux, émotionnel, le système intestin, cerveau. Forcément, vous allez plus facilement activer vos mastocytes. Et donc, on peut montrer que certaines supplémentations en DAO, des régimes pauvres en histamine, peuvent réduire la durée de certaines céphalées. Par contre, les effets sur la fréquence et l'intensité des migraines, on ne sait pas trop. Là, on va arriver tranquillement, je pense, si je dis pas de bêtises, sur la fin. Là, je voulais parler rapidement des pathologies inflammatoires, mais finalement, ça reprend quand même déjà pas mal de choses. En fait, je vous ai listé ici un petit peu tout ce qui peut contribuer à l'inflammation. Grosso modo, en fait, il faut trouver tout ce que j'ai dit avant. Les pathologies métaboliques augmentent l'inflammation. Évidemment, dedans, j'aurais pu mettre tout ce qui perturbe la glycémie. Tout ce qui est dysfonction endocrine favorise l'inflammation. Tout ce qui est dysbiose, évidemment. Tout ce qui est dérégulation immunitaire également, crée de l'inflammation. Toute la perte de tolérance, les maladies auto-immunes. Évidemment, si vous avez moins bonne détox, plus d'inflammation. Le stress oxydant, on en a déjà parlé. Les infections également favorisent l'inflammation. Donc moi notamment, chez mes patients, chez mes patients migraineux, je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas un virus, une bactérie en sous-jacent qui est réactivé qu'on n'aurait pas détecté, donc le BV, CMV, Lyme, il y en a plein, mais toujours penser aux infections. Et d'ailleurs, souvent, les patients avec des infections froides sont neuro-enflammés. Donc on l'a vu, neuroinflammation égale migraine. Donc voilà, ne pas oublier. Évidemment, le vieillissement immunitaire fait qu'on a plus d'inflammation. Donc, en synthèse, la démarche diagnostique, en un, évidemment, confirmez déjà la migraine. Donc avec les différents questionnaires, vous faites les critères donc, de l'ICHD, vous pouvez rajouter le questionnaire à la MSQ en plus. Donc ça, c'est pour le diagnostic. Vous faites le MIDAS pour la sévérité, vous faites les agendas des crises. N'oubliez pas hein, les red flags, ce qu'il faut pour éliminer les pathologies secondaires. Donc ce qui doit vous inciter à arrêter votre prise en charge potentiellement et déjà réfléchir à d'autres choses. Moi, j'aime bien aussi rechercher les comorbidités associées à la migraine. Voilà, vous dire, bon bah voilà, ma migraine elle est associée à la dépression, ma migraine est associée à telle ou telle pathologie. C'est quand même intéressant. Et là, donc maintenant, là, je vous ai fait la synthèse. Là, ici, vous avez tous les amplificateurs de la migraine. Donc la neuroinflammation, les mitochondries, le stress oxydant, l'inflammation vasculaire, les troubles du sommeil, l'hypersensibilité environnementale et la détox hépatique. Et ici, vous avez les activateurs de la migraine, troubles hormonaux, troubles métaboliques, respi, digestif, intolérance à l'histamine, pathologie inflammatoire. Donc déjà, vous voyez, si vous faites déjà 3 et 4, ça va déjà vous occuper un petit bout de temps en consulte. Et après, donc, le bilan biologique, évidemment, vous allez l'adapter selon vos hypothèses diagnostiques. Et là, en termes de traitement, bah, évidemment, le traitement, là, c'est pareil, je ne pouvais pas faire une slide récapitulative. Grosso modo, le traitement est un traitement des facteurs amplificateurs que vous avez trouvés, des activateurs de la migraine que vous avez retrouvés, et vous avez aussi tout ce que j'ai cité avant, c'est que je ne l'ai pas remis, mais j'aurais pu, tous les micronutriments dont j'ai parlé, B2, Q10, acide alpha-lipoïque, oméga 3, magnésium, vitamine D, etc. Ça, c'est intéressant de les tester. Dans l'absolu, rien n'empêcherait de les associer. Après, vous pouvez aussi faire des dosages biologiques, hein, et donc vous n'allez pas forcément supplémenter en vitamine B2 s'il n'y a pas nécessairement de carence. Bon, le Q10, on peut se permettre, hein, même si le taux est normal de supplémenter, c'est pas forcément gênant. Donc ça, c'est la démarche diagnostique. Je trouve que c'est plutôt ça qui est intéressant pour vous de retenir, c'est la démarche diagnostique. Parce qu'après, on sait tous que la démarche thérapeutique va dépendre de votre patient en face de vous et dépend de ce que vous avez trouvé. Donc je trouvais pas forcément pertinent de vous faire une synthèse de la démarche thérapeutique. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que
Vous l'avez compris, la migraine, c'est une maladie neurovasculo-immuno-métabolique. On aurait même pu mettre oxydo quelque part, en plus. Donc c'est pas juste une douleur. Donc vous voyez, c'est une façon complètement différente de réappréhender la migraine. Votre seuil migraineux va donc dépendre de votre terrain, donc retenez bien, vous avez un seuil qui est bas. Et donc le lien de ce seuil migraineux qui baisse, ça va être les mitochondries, l'inflammation, les hormones, la glycémie, microbiote. Franchement, si déjà vous faites microbiote, inflammation, hormones, glycémie, mitochondries, sommeil, normalement, ça va déjà être beaucoup mieux. La crise, en fait, va révéler que vous avez une perte de tolérance neurologique. Nous, notre objectif, ça va être donc de remonter ce fameux seuil, et pas uniquement éteindre l'épisode. Les médicaments, pour moi, ils sont utiles, surtout en cas de crise, mais ce qui va vraiment changer le pronostic de votre patient, justement, ça va être l'approche fonctionnelle. C'est moi où là, ça a révolutionné ma prise en charge médicale. C'est que avec les médicaments, c'est compliqué de faire de la bonne prévention, en tout cas, à mon sens, même si j'ai déjà vu de plein de patients, les bêta-bloquants, c'est miraculeux, et vous les mettez sous bêta-bloquants, ils ont plus de crise, hein. Je dis pas le contraire, mais quand vous rentrez dans le domaine fonctionnel, c'est là où vous personnalisez et donc c'est là où finalement vous êtes le plus efficace. L'approche optimale, ça va être de calmer la crise. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai pas parlé du traitement de la crise d'un point de vue plutôt fonctionnel. Donc j'ai pas parlé, j'avoue, de la phyto, etc. Je pouvais pas tout aborder. Je savais déjà, je sais pas, je pense que j'ai beaucoup parlé. Euh, j'ai pas parlé du traitement de la crise. C'est vrai que j'aurais pu rajouter le traitement de la crise orienté fonctionnel. Donc bon, ça pourrait être éventuellement euh, intéressant pour moi si j'en reparle un jour de l'étoffer. L'approche optimale, évidemment, ça va être de corriger le terrain. Ça, en même temps, si on est ensemble, c'est tous pour la même chose. Et vous allez chercher à réduire les facteurs activateurs et amplificateurs. Ce qu'on va viser, donc, c'est moins de crises, qui vont être moins intenses, que le patient puisse récupérer plus rapidement. Évidemment qu'il ait une autonomie. C'est plutôt, j'aurais dû mettre retentissement sur la qualité de vie. Et donc, une petite conclusion, c'est que pour moi, la migraine, elle se subit pas. Vous devez comprendre la migraine de votre patient. Évidemment, traiter la crise va soulager votre patient, mais c'est traiter le terrain qui va vraiment changer la vie de votre patient et lui redonner une qualité de vie avec beaucoup moins de migraines. Alors, merci beaucoup, Julien. Alors, quelques questions avant de passer aux quelques questions. Je vous enverrai demain, donc, effectivement, la dia, enfin, le slide. La dia, c'est les années 50, les années 80, pardon. Le slide, résumé de ce que tu avais montré tout à l'heure. Donc, pour faire court, vous savez que tous les compléments dont Julien a parlé, vous les trouverez très facilement chez Nutrilogix, y compris l'ADAO, y compris Oui. la PQQ et le CoQ10 qui est sous le nom de Réjuvactive, et Mm. tout le reste évidemment, hein, glutathion, fer, les polyphénols, enfin voilà, Il y a tout tout ce ce que qu'il vous faut. pourrez tout ce que vous pourrez retrouver chez nous, toujours sans excipient. On a vraiment de tout. Dans les questions, grand-chose, à part Daniel, notre habitué Daniel, qui nous demande si est-ce que tu attribues la carence en progestérone dans les cas de migraine post-ménopausique chez une femme précédemment migraineuse? Ah, attends, est-ce que je... Est-ce que tu attribues une carence en progestérone dans les cas des migraines post-ménopausiques chez une femme précédemment qui a déjà eu des migraines avant? Est-ce qu'il Ah, peut y est-ce que avoir c'est un donc lien le avec le progestérone manque de... qui déclenche la Ouais, migraine? ouais, Bah voilà. oui, Est-ce donc qu'il y a en un fait, lien comme je avec... l'ai dit, en fait, ce qui se passe, c'est quand la progestérone baisse en premier, et bien en fait, en parallèle, vous allez avoir des œstrogènes qui vont apparaître plus haut, et ça, on sait que cette différence entre les deux va modifier ces seuils de la migraine et donc favoriser la survenue de migraine. Et donc, je disais bien, c'est pas réellement une hyperœstrogénie vraie, hein, c'est relatif, c'est juste que la Mhm. progestérone est tellement basse que vous avez un déséquilibre entre les deux, et donc là, le seuil de la migraine va être modifié. Et donc, c'est pour ça que la progestérone, c'est la première hormone qu'on donne chez une femme en périménopause parce que c'est celle-là qui va baisser en premier. Et puis en plus, manque de progestérone, plus de stress, qui est donc aussi un facteur déclenchant via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, etc. Donc progestérone, franchement, ouais, c'est... Entre guillemets, je dégaine assez vite, moi, sur la progestérone. Pour, euh, pour une femme enceinte en vitamine B2, est-ce que tu conseilles également 400 mg par jour? Bonne question. Je ne saurais pas répondre, faut que je vérifie.
Faut vérifier parce qu'il y a, par exemple, dans le Vidal, vous avez des trucs style vitamine A, coenzyme Q10, c'est contre-indiqué chez la Mhm, femme enceinte. Donc j'avoue, j'ai pas regardé. Donc mais faut se méfier, hein, parce que c'est sûr qu'en soi, un coenzyme Q10 et une vitamine A, je vois pas trop en quoi ça pose problème, mais pour le Vidal, c'est contre-indiqué, donc mhm. faire attention. À partir de combien est-ce que tu considères qu'il y a une hyperhomocysté ou une Homocystémie. hyperhomocystéinémie? Je vais y arriver. Moi, je vise en dessous de 8. En dessous de 8. Ouais. Et Ok. en général, au début de la prise en charge, vous aurez rarement une homocystéine en dessous de 8, puisque souvent les patients sont en hypothyroïdie, ils peuvent avoir une testo un peu basse, peuvent avoir un manque de B2, B6, B9, B12, donc on a quand même souvent des homocystéines anormales. Euh, donc voilà, moi je vise en dessous de 8. Ok. Et Julie, tu n'as toujours pas compris qu'il y avait un onglet questions-réponses, mais heureusement, j'en ai pas trop ce soir, donc ça va. J'arrive dans les discussions. Comment fais-tu quand la progestérone est mal supportée en préménopause? Alors en fait, ça dépend de la forme. Je pense que là, on parle donc de progestérone bioidentique type utrogestan, progestan. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui tolèrent pas justement l'effet GABAergique de la Mhm, progestérone. Donc soit je baisse le dosage, donc ça dépend. Moi, c'est pour ça que j'ai tendance à démarrer à 100 milligrammes et ensuite voir comment ça se passe pour monter à 200. Donc soit je baisse la dose, ou alors, parfois je peux même dire à la patiente au début, bah, pourquoi pas faire un jour sur deux, mais après souvent, si elle ressent des effets GABAergiques, c'est pas forcément en donnant tous les 2 jours que ça change quelque chose. Il y a des patientes pour qui en voie vaginale, il n'y a pas ce problème-là, justement. Donc moi, je conseille sinon de changer, de passer de la voie orale à la voie vaginale. Et après, sinon, il y a aussi des patientes pour qui on n'a pas d'autre choix que de passer au Dufaston, qui est de la dihydrogestérone, qui est donc pas exactement la progestérone bioidentique, mais qui est quand même très proche. Et là, le Dufaston est bien toléré. Et après, sinon, ça dépend aussi quand la patiente le prend. Moi, j'ai plusieurs patientes qui me disent, bon, bah, je me couche, c'est comme si j'ai bu 2, 3 verres de vin, mais bon, de toute façon, après, je vais me coucher, donc ça me gêne pas plus que ça. Mais moi, je conseille toujours de le prendre le soir. ok, merci. Peggy qui me demande, la TSH est finalement possible pour les migraineux avec un aura. Pardon, le THM. THS, pardon, THS. Bah, Ouais. en fait, justement, c'est ce que je disais. Moi, justement, j'ai pas réussi à trouver de publication. Donc, si quelqu'un la trouve, avec grand plaisir, mais j'ai pas trouvé de Mhm, publication qui montre que le THM bioidentique est OK avec les migraines. J'ai cherché, cherché, cherché justement avec cette patiente. Et en fait, on n'a rien sur le traitement hormonal bioidentique par rapport aux migraines. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que ça pose pas de souci, puisque finalement, vous ne faites que remettre les œstrogènes comme la patiente les fabriquait avant, puisqu'on est sur du bioidentique. Mais c'est là où justement, on se heurte un peu parfois avec ceux qui ont une vision un peu différente et qui se disent, bon, bah, œstrogène égale œstrogène, et donc, mhm. en fait, on dit non quoi qu'il arrive, même si c'est des œstrogènes bioidentiques. Donc non, malheureusement, je peux pas dire que c'est OK. J'aimerais, mais j'ai pas trouvé d'argument. Et pour la 8-OHDG, quelles sont les valeurs qu'on considère hautes pour un migraineux? Moi, j'avoue, je me base sur les normes du labo, donc je les ai pas en tête. Mais, Mhm. souvent, enfin, j'ai pas de cible particulière pour la 8 HDG. Moi, je suis systématiquement les analyses du labo. Ok, eh bien, merci beaucoup. On va en arrêter là pour ce soir. Merci à tous. On se retrouve donc pour notre part mardi 16 décembre, donc mardi prochain avec Vincenzo sur quand le chocolat et le vin rouge sont conseillés pour la santé. Est-ce une provocation ou une réalité scientifique? Vous connaissez les titres provocateurs de Vincenzo Castronovo. Merci beaucoup, Julien. Merci à À toi. très bientôt. Passez une excellente soirée. Au revoir à tous et à toutes et à la prochaine. Salut. Bonne soirée.